Yes, merci. Bon après-midi en ce vendredi, dernière journée de ce cas-là, de ce sommet du numérique en éducation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je vais peut-être me présenter, Judith, pour commencer, puis après ça, je te laisserai te présenter également. Donc, moi, ça fait 17 ans que je contribue à l'intégration des technologies en éducation. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de contribuer au développement de l'école branchée, qui est votre média, celui qui accompagne les acteurs du milieu de l'éducation à développer leur expertise professionnelle à l'ère du numérique, donc c'est-à-dire à tirer profit de tout. Et ce que j'observe depuis plusieurs années, c'est à quel point les enjeux qui nous concernent tous sont d'abord humains, sont aussi relationnels. Et c'est beaucoup ce que j'aime dans ce qu'on aborde, Judith et moi, c'est mon souhait le plus grand de nous unir tout le monde ensemble à jouer nos rôles de manière la plus efficace possible pour le bien-être et la réussite des jeunes. Et je suis également coach professionnel certifié en programmation neurolinguistique. J'accompagne aussi comme facilitatrice à l'ère du numérique les parents dans comment on encadre l'utilisation des appareils numériques chez nos enfants, qu'ils soient au primaire ou au secondaire. Et la richesse de ce que j'ai construit comme outil d'accompagnement se trouve dans le magazine offert gratuitement sur écolebranchée.com/famille. On va vous donner les liens dans le chat, puis on va vous partager ça également à la fin. Ça fait le tour de tout ce qui me passionne dans ce qu'on fait aujourd'hui et comment je peux contribuer à votre réalité dans le milieu de l'éducation. Judith! Ben oui, alors moi, c'est Judith Cagelet. Je suis une enseignante qui a quitté sa salle de classe il y a 5 ans. J'ai lancé mon entreprise qui s'appelle Edugo Pro. Edugo Pro, c'est une entreprise qui fait de l'accompagnement sur divers plans. On a l'accompagnement scolaire, on a l'accompagnement des parents et l'accompagnement des enseignants. Donc, on fait de l'animation pédagogique, des projets, entre autres, où on va soutenir les enseignants dans l'intégration de la technologie, particulièrement au niveau de l'apprentissage de la programmation par bloc. Et on va aussi soutenir les parents avec toute l'arrivée du numérique en éducation, comment un parent peut se sentir bien pour continuer de soutenir son enfant. Donc, je me joins à l'équipe d'École branchée, le volet École branchée sur la famille pour amener mon point de vue au niveau enseignante. Je connais le milieu, je connais la réalité, j'ai enseigné pendant plus de 15 ans et je sais qu'avec un effort de la part des deux milieux, on peut faire une grande différence dans le parcours scolaire de l'enfant. Et je le vois beaucoup de par mon parcours d'enseignante quand j'étais en classe, mais en accompagnement scolaire dans notre entreprise, directement avec les parents beaucoup plus souvent. Et on voit à quel point ils ont à cœur de soutenir l'équipe enseignante. Donc, comment faire en sorte que chacun dans ses rôles, on arrive à se soutenir, c'est vraiment important pour moi parce qu'on voit l'impact sur les jeunes. Alors, voilà, c'est un peu ça mon parcours. Yay! Ça fait 3 ans qu'on collabore ensemble. Et à l'époque, c'était vraiment un souci d'accompagner les parents à utiliser la techno ou aider leurs jeunes à utiliser la techno, mais on s'est vite rendu compte que c'était surtout de faire un transfert de la belle expertise extraordinaire qu'il y a dans le développement de la citoyenneté à l'ère du numérique dans le milieu de l'éducation avec le milieu familial. Puis quand on s'est rendu compte que la coéducation, c'était justement cette relation-là qui nous permettait ensemble de bénéficier des meilleures pratiques d'un côté comme de l'autre, puis de les mettre à contribution des jeunes, bien, c'est ce qui a été notre point de départ pour créer tout ce qu'on a offert pour coéduquer à l'ère du numérique. Donc, ça fait 3 ans qu'on propose conférences, capsules, magazines. Tout est offert gratuitement sur le site. Puis ce matin, pas du tout, cet après-midi, comme plan de match, on vous invite à devenir des pros de la coéducation. On s'est rendu compte que pour jouer son rôle, il faut d'abord se préparer en se questionnant sur notre rôle. Il faut aussi arriver à se rejoindre. Donc, quels sont les moyens les plus aidants? Puis je pense que s'il y a quelque chose qu'on a tous pu constater aujourd'hui, c'est à quel point les outils technologiques numériques nous facilitent cette possibilité-là de se rejoindre. Il y a toujours un comment aussi. Donc, il faut l'organiser. Comment mettre en place la relation puis les canaux de communication bidirectionnels qui sont nécessaires
pour que tout le monde ensemble, on puisse avoir le meilleur impact possible sur les jeunes. Fait qu'on va également souhaiter vous entendre. On utilise le OOCLAP. On va vous partager le lien. On a des questions à chacune de nos différentes étapes pour vous conduire à devenir des pros de la coéducation. J'ajouterais, Stéphanie, que pour ceux qui ne le savent pas, le projet a débuté il y a 3 ans, a eu l'approbation du ministère de l'Éducation aussi. Donc, on a, grâce au ministère, réussi à faire des capsules pour nommer ce qu'est la coéducation. Et ça fait aussi partie du plan d'action numérique de travailler le volet parent au niveau du numérique. Le numéro de la mesure, Stéphanie, moi, je ne m'en souviens jamais. Je ne sais pas si toi, c'est 25, mais elles ne sont pas exprimées en numéros dans le plan d'action numérique en éducation, mais c'est celle qui vise à favoriser la communication et la collaboration école-famille. Voilà. Yes! Fait qu'on part avec ça sur la coéducation. Fait que la première chose qu'on aimerait entendre, c'est quoi les 3 mots que vous avez aujourd'hui quand vous entendez la coéducation? C'est quoi les 3 mots qui définissent la coéducation pour vous en ce moment? Donc, vous allez aller sur le www.ooclap.com/coéduquer sommet. C'est là qu'on va se suivre. Peut-être que je vais basculer directement là pour commencer à vous voir. Je vais juste descendre vos jolis visages. Boum! Et me diriger vers le OOCLAP. Ah, il n'était pas lancé. Donc, maintenant, il est lancé. Et vous allez pouvoir me décrire vos 3 mots pour définir la coéducation. Fait que je vais rester sur le OOCLAP pour voir que tout fonctionne bien pour vous, puis voir tranquillement apparaître vos mots. Ça commence maintenant. Vous pouvez entrer un mot à la fois, faire enter. Tu sais, on veut voir la richesse et tout ce qui représente pour vous. Partage, soutien, et c'est le fun ce que vous êtes en train de mettre là. Parce que pour nous, vous l'avez vu peut-être un petit peu plus tôt, la coéducation, c'est d'abord une relation. Et l'illustration qui est la plus parlante pour nous, Judith, j'aimerais ça que tu puisses nous la nommer. J'aime ça quand tu la nommes en même temps que les mots apparaissent. Bien, c'est d'abord une relation qui vise le bien-être et le développement des jeunes. On a Pierre Gagnon, qui est maintenant un conseiller pédagogique au CSSDM, un enseignant à la base qui parlait souvent de l'image du tricycle, où on a besoin d'avoir l'enfant au guidon, là, qui est au volant de son parcours, et les 2 petits trous en arrière qui sont les parents et les enseignants qui travaillent en collaboration, ou pas juste les enseignants, mais tout le milieu de l'école pour travailler en collaboration. Mais justement, travailler en collaboration, moi, c'est toujours le mot qui n'est pas suffisant dans ma tête à moi. Collaborer, on l'entend souvent, c'est une histoire de collaboration, la famille et l'école. Et moi, ce que j'aime de la coéducation, c'est on dirait une petite coche plus loin. La collaboration, ça va souvent partir d'un côté ou de l'autre et on va nommer nos attentes vers l'autre partie. Donc, les enseignants qui vont dire aux parents, voici comment vous pouvez collaborer cette année pour nous aider. Ou le parent qui va dire, voici ce que je suis capable de faire pour collaborer avec vous cette année. Où on se demande comment je peux faire pour collaborer. Alors que la coéducation, on est beaucoup plus dans le climat, on est dans la relation, on est beaucoup plus, pas juste dans le comment faire, on est vraiment dans chacun son rôle et on n'a pas le choix. Les 2 rôles sont nécessaires pour que le petit qui est au volant puisse avancer sans tourner en rond. Alors, la coéducation, pour moi, c'est l'expression de la collaboration, mais c'est la posture de la collaboration, de la coéducation, si on pouvait dire ça comme ça. C'est vraiment une posture différente, la coéducation. C'est définitivement une collaboration plus, qui implique qu'on reconnaisse l'importance de part et d'autre au rôle qu'on a à jouer ensemble. Et que ça va vraiment plus loin que voici ce qui va se passer cette année, voici ce que je te dis que tu peux faire, puis je m'attends à ce que ce soit fait. Et quand je demande quelque chose, je m'attends à ce qu'il y ait action sur. Alors, voici tous les mots qui rassemblent votre représentation de la coéducation. Objectif commun, puis vous avez vu comment il est formulé, hein? Vise le bien-être et la réussite des jeunes. Fait qu'il est là l'objectif commun. Compréhension, soutien, je pense que j'ai vu mutuelle, mais là, je suis plus sûre parce que ça a bougé. Échange, vivre ensemble, meilleur, faire du sens, exactement. Il faut donner du sens ensemble à la relation qu'on est en train de développer. Suivi personnalisé, fort probablement que ça aide beaucoup à
à être encore plus dans le mille sur l'intervention qui est à mettre en place parce on a de part et d'autre des perspectives riches mais différentes qui permettent d'enrichir le portrait de l'élève, donc effectivement de mieux répondre à ses besoins dans sa globalité. Meilleure compréhension, suivi, écoute, c'est hot! Fait que Moi, j'aime continuez. beaucoup équipe. Équipe, on va en reparler. Nous, on parle beaucoup d'alliance. Donc, de voir dans une équipe, on a chacun nos rôles, puis on en fait une alliance avec cette équipe-là. Faire du sens, j'ai beaucoup aimé ça. C'est effectivement. Puis quand on parlait d'un suivi personnalisé, moi, j'ai tout de suite eu le réflexe de penser à différenciation. On en fait plein avec nos élèves, mais il faut le faire avec nos familles aussi. Alors oui, très bon. Définitivement. Mais qu'est-ce qui est au cœur de la coéducation? Quand on a creusé le sujet, ce qu'on a trouvé, c'est une recherche-action qui nous vient de Belgique, qui est en référence à l'écran et qui met en lumière les 4 éléments essentiels de la coéducation. C'est-à-dire que c'est vers ces éléments-là qu'on devrait rassembler nos propos au travers, dans le fond, de notre échange. C'est l'écoute des besoins de l'enfant. Hein, on vient de parler de suivi personnalisé. Donc, c'est quoi ces besoins dans qui il est personnellement, s'il est unique? Le respect de l'évolution de chacun. Ça, c'est important dans tous les sens, autant quand on pense à l'élève que quand on pense à l'enseignant, que quand on pense aux parents. Moi, j'aime beaucoup voir la relation de coéducation comme arroser les fleurs, hein, faire pousser, amener un ingrédient qui enrichit puis qui contribue. Mais il faut respecter l'évolution de chacun pour que ça prenne forme. Hein? On ne tire pas sur la carotte qu'elle pousse plus vite. Hein? On la laisse mûrir le temps qu'elle a besoin, mais ça met cet aspect-là en lumière. La confiance que le temps est un facteur important. Je trouve que ça fait un super beau pont avec le respect de l'évolution de chacun. La considération de l'enfant comme un être à part entière, on l'oublie trop souvent. On oublie souvent de le questionner aussi pour avoir sa propre perspective de la réalité de manière à avoir des interventions encore plus efficaces parce que ça part de sa façon, de comment il voit la situation. Et donc, ça, c'est les 4 éléments au cœur de la coéducation qu'on vous invite à vous rappeler dans vos échanges, puis dans la façon de vivre les interventions communes, conjointes et concertées qui sont au cœur de la coéducation. C'est hot, hein? Là, on va aller directement au P de notre pro sur comment on prépare cette relation de coéducation. Puis c'est d'abord en se questionnant sur notre rôle. Judith, est-ce que tu veux dire un mot avant qu'on parte la vidéo? Non, je pense que la vidéo va parler d'elle-même, oui. Yes, sir. Faites-moi un petit pouce pour le son, OK? La relation enseignant-parent dans un contexte de coéducation, dans le fond, c'est une alliance qui permet de regrouper tous les acteurs qui sont engagés dans le parcours éducatif de l'enfant. L'enseignant, les parents, les gens du service de garde, les professionnels du milieu de l'éducation et l'enfant lui-même. Une alliance qui perdure dans le temps, qui permet de se soutenir dans notre relation. Ce qu'il faut retenir pour y arriver, c'est qu'on doit reconnaître l'importance des rôles de chacun. Il faut également permettre la contribution de chacun. Parce qu'au final, chaque enfant a le droit de se sentir protégé et supporté dans ses apprentissages par tous les adultes qui gravitent autour de lui dans son parcours. Les rôles de chacun. Mais bien qu'on ait des rôles assez similaires, on a quand même des objectifs spécifiques qui sont très différents selon les contextes respectifs que nous avons. Comme enseignants dans nos salles de classe, on a un mandat limité dans le temps. On a 180 jours pour instruire, socialiser, qualifier. Ça veut dire transmettre des connaissances, développer des compétences, faire l'apprentissage de la vie de groupe, tout ça en lien avec le programme qui permet la progression des apprentissages et la diplomation éventuelle. Mais comme parents, on a et on aura toujours comme rôle d'accompagner nos enfants dans les défis, les transitions et les différentes étapes qu'ils vont vivre. Parce qu'on est et on sera toujours le premier agent éducateur de nos enfants. On contribue donc à leur éducation, leur savoir-vivre, leur savoir-être. Et quand on reconnaît nos rôles respectifs et qu'on se permet de les jouer, ça nous permet d'être en complémentarité et de se partager cette énorme responsabilité qui est le mieux-être de l'enfant, qui est au cœur de notre relation. L'enfant
est donc capable de construire ses connaissances, développer son savoir-être grâce aux différents acteurs qui sont impliqués. Et puis les adultes peuvent, eux, poursuivre ce qu'un et l'autre a commencé, travailler en continuité en offrant des activités différentes dans chacun des milieux pour poursuivre ce travail de co-responsabilité. Aussi, dans la coéducation, il ne faut pas oublier que les adultes, on a, un envers l'autre, aussi des rôles à jouer, qui sont les mêmes. C'est le rôle de se rassurer en validant des informations ensemble, en partageant le vécu de la classe, par exemple, ou encore un changement vécu par l'enfant dans la famille. C'est aussi de s'informer, partager aux parents les notions qui vont être apprises au courant de l'année, ou encore de partager à l'enseignant une information recueillie auprès d'un spécialiste, des trucs qui ont été mis en place à la maison et qui fonctionnent et qui pourraient être utilisés en classe. Donc, en bout de ligne, on travaille en continuité, on se permet d'être complémentaires pour pouvoir avoir un meilleur portrait de l'enfant, pour pouvoir identifier mieux ses besoins, mieux y répondre. La coéducation stimule l'engagement. Oui, par le fait qu'on connaît mieux nos rôles, qu'on sait ce qu'il y a à faire, par le fait qu'on a créé un climat bienveillant qui nous permet de s'accepter soi, accepter l'autre, qui nous permet d'avoir une ouverture mutuelle aussi. Ça nous rassure, ça nous donne envie de faire équipe. Par le fait aussi que la coéducation crée davantage d'expériences positives auxquelles se référer, ça nous garde donc davantage impliqués. Je dirais que tout ça, ça permet de développer son sentiment d'efficacité personnelle. Ça permet d'alimenter ce sentiment, cette croyance en notre capacité de réussir. Et ça favorise notre motivation à se mettre en action. C'est hot. J'étais en train d'écrire bénéfices de la coéducation, sentiment d'efficacité personnelle. Puis je me suis trouvée bien mignonne quand je t'ai entendu le dire. J'ai fait je me souvenais même plus qu'elle disait, mais c'est bien trop important. C'est bon! Oui, bien effectivement, moi, c'est toujours un peu étrange de se regarder pré- et post-pandémie en même temps. Tout pète, pas de tout pète. Je réalise que j'ai le même chandail, c'est vraiment très drôle. Moi, il y a eu toutes sortes de trucs dans ma tête pendant que je regardais, mais les mots, effectivement, pour moi, c'est des mots importants, les rôles, être capable justement de jouer son rôle. Mais on a deux questions importantes par rapport à ce que vous venez de voir. Je ne sais pas si tu veux aller le mettre directement dans le haut clap et être sûr que je l'ai dit dans le bon ordre. Yes, je m'en vais dans le haut clap. De ce pas, je devrais dire de ce clic. De ce clic. Alors, quelles sont les actions posées par un parent ou un enseignant qui joue son rôle? Donc, si vous essayez de vous imaginer un parent qui fait de la coéducation ou un prof qui fait son rôle là, au niveau de la coéducation, ça ressemble à quoi? Puis essayez donc de nous nommer, ça se peut que les deux, ce soit la même chose, mais si c'est spécifiquement lié aux parents, écrivez parent égal aux 2 points, puis dites-nous qu'est-ce qui fait vraiment, ou enseignant, qu'est-ce qui fait vraiment. Ce qu'on cherche à avoir, c'est le plus possible rendre concrètes les manifestations de ce que c'est quand on est en train de jouer notre rôle de coéducation, parce que c'est une relation et on se rend compte à quel point c'est de l'invisible souvent. Mais quand on commence à s'y pencher, on commence vraiment à voir comment ça prend vie vraiment dans des actions concrètes. Fait qu'on veut, oui, communiquer. Puis ça, sur la communication, oh my God, on a besoin de se dire de quelle manière on communique. Qu'est-ce qu'on nomme pour que justement ce soit une communication efficace? Ah, là, j'aime ça, on commence à avoir des photos, donc on se partage des traces, des images de ce qui est vécu. Il y a un témoignage d'une enseignante quand on a proposé un créacamp découverte, Judith et moi, sur la préparation de la rencontre enseignant-parent en mode virtuel. Et elle nous a dit, je me rends compte aujourd'hui que depuis que j'ai commencé à envoyer aux parents des mots ou des images sur des réalisations des élèves, des qualités, des forces que je commençais à déceler et à nommer des jeunes, elle dit, j'ai commencé là à recevoir du feedback des parents. Donc, quand je vous dis que je vois la relation de coéducation comme on arrose les fleurs, mais c'est exactement ça. On fait grandir notre relation à partir du moment où on met en lumière, où on arrose les forces, les beautés des élèves, les beautés des parents, puis vos bons coups à vous aussi comme parents ou comme enseignants. C'est le fun. OK, les parents. Moi, je ne sais pas, Stéphanie, j'ai le goût de dire quelque chose. Là, je vois tout ce qui se pointe là, puis dites-les pas à ceux qui étaient à la COPS, là, mais je vois des choses encore mieux que le dernier à la COPS ou ailleurs. Là. On dirait que c'est bon. Mais pour vrai, j'aime ça, se montrer disponible. Habituellement, on a souvent des grands mots quand on pose cette question-là, c'est-à-dire, ben,
les profs, on a tendance Plus à dire quelles abstrait. sont les actions posées, on va dire un verbe, communiquer, puis on a tendance à se référer à ce qu'on a vu, ce qu'on a nommé, nous, dans la capsule, mais on aime ça quand vous nous arrivez avec un exemple concret. Et puis là, noter nos inquiétudes, c'est très concret. Là. Donc, c'est important de les mettre à l'écrit. Moi, ce que je vois dans ça, important de peut-être mettre ça à l'écrit avant de partir tout de suite partager. C'est bien de prendre un temps de recul avant de communiquer aussi. Et ensuite, partager ses inquiétudes, c'est une bonne chose aussi. Le partage d'expériences, se faire confiance l'un et l'autre. Ça, là, j'aime ça. Si on était capable même de mettre comment ça se traduit, ça, se faire confiance? Comment je sais qu'un et l'autre, on se fait confiance? Stéphanie, vas-y. J'étais justement là-dessus. J'étais en train de dessiner confiance dans un nuage, puis dire la confiance aveugle, là, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas parce que je suis parent, c'est pas parce que c'est un enseignant qu'automatiquement on se fait confiance. La confiance, elle se développe. Puis elle se développe à partir de quoi? Elle se développe à partir d'expériences positives vécues. Ça veut dire que tout ce qu'on a communiqué, plus on voit, c'est toi, plus on voit qu'il y a des actions, agir en cohérence. Il y a eu une action posée à partir d'une information communiquée. La confiance est en train de se bâtir. J'ai dit que mon enfant avait mal au ventre à tous les matins depuis une semaine parce qu'il vivait une situation stressante à l'école. Mon enfant est revenu le lendemain puis il m'a dit là, on a fait ça, elle m'a dit ça, ça m'a rassuré, puis maintenant, c'est terminé, ça va bien. Qu'est-ce qui se passe du côté du parent? J'ai bien fait de communiquer. Il y a eu une action positive qui a été mise. Puis finalement, qu'est-ce que ça fait? Ça prédispose l'enfant à apprendre parce qu'il est bien. Pour moi, ça fait partie de la planification invisible, incontournable en éducation inclusive. Puis c'est mon amie Amélie Bédard, qui est professionnelle en pédagogie en inclusion scolaire aux Premières Seigneuries, qui le rappelle souvent. Et c'est ça qui est hyper important. Fait que j'aime ça, je dis que tu as dit, oui, ça prend des actions justement concrètes. Bien, c'est comme ça que va se bâtir la confiance. Plus il y a une rétroaction, une cohérence dans ce qui est mis en place, après avoir donné de l'information pertinente, que là, ça va se développer. Puis renforcer les actions de l'autre, ça, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que ça, si on renforce les actions de l'autre, c'est qu'on permet les initiatives, c'est qu'on permet à l'autre de jouer son rôle. Et ça, bien, des fois, les parents, quand on les rencontre, ils nous disent, bien, on est un peu gênés de déranger les enseignants. Ils travaillent déjà fort. Donc, bon, il y en a d'autres qui sont moins qui sentent moins qu'ils dérangent, puis nous écrivent plus souvent, c'est vrai. Mais de savoir, quand on a une validation, puis renforcer les actions de l'autre, c'est une forme de validation de dire, j'ai bien aimé ça quand tu m'as partagé tes inquiétudes. Ça m'a permis de mieux cerner mes interventions, par exemple. Donc, renforcer les actions de l'autre, moi, j'adore ça. Écoute, c'est des beaux questionner. Questionner permet de valider. Un journal de bord, là, on est dans le concret, des photos aussi. Ça, c'est des moyens d'entrer dans notre rôle de coéducation, donc au niveau de la communication, pas juste quand ça va bien, pas juste quand ça va mal, se communiquer aussi quand ça va bien. Oui, c'est sûr, si on veut mettre l'enfant sur le positif. Maintenant, la prochaine question, merci Stéphanie. Les enseignants, on est tous devenus enseignants pour une raison. Puis c'est pas parce que j'ai quitté ma salle de classe que je me sens plus enseignante. Souvent, on entend ça. Ah, moi, je suis une ex-enseignante. Moi, j'ai mon brevet, puis je l'ai pour toujours. Je suis enseignante, je continue d'enseigner. Et qu'est-ce qui m'a poussée, moi? Qu'est-ce qui était ma motivation? Et peut-être pas la même que la vôtre. Alors, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir enseignant? Pendant que vous écrivez, je vais vous répondre qu'une personne, moi, je me souviens quand j'avais fait mes études, qui avait répondu, ben moi, je veux devenir enseignante parce que j'aime les enfants. Puis, moi, j'avais déjà 2 enfants. Alors, j'ai eu comme réflexe de me dire, ben, il y a des journées qui sont moins aimables. Il va falloir que tu travailles plus fort ces journées-là parce que les enfants, on les aime, mais des fois, hein, ils nous font la vie dure. Alors, est-ce que c'est suffisant d'aimer les enfants? Est-ce que c'est suffisant les motifs qui vous ont poussé à devenir enseignant? Est-ce que c'est encore les mêmes motifs maintenant? Alors, je regarde faire émerger le beau. Mon Dieu, Stéphanie, c'est comme si c'est toi qui l'avais écrit. Je vous promets que c'est pas moi! Faire émerger le beau. Eh oui, le beau dans tous les sens, hein, avec les réalisations des élèves, les réalisations qu'on peut faire avec les familles. La passion pour l'éducation depuis toute petite. Ouais, moi aussi, je jouais avec ma petite ardoise. Je jouais avec mes poupées. C'était quelque chose, de vouloir partager avec les autres,
faire une différence dans la vie d'un enfant, ça, je suis pas mal certaine, c'est au cœur de beaucoup, beaucoup de motivation. C'est enrichissant et valorisant. On fait une différence auprès des adultes du futur. J'aime ça, surtout en temps de négociation, entendre que vous continuez de savoir que votre job est important, que vous êtes capable de vous valoriser quand c'est pas toujours facile de sentir cette valorisation-là. Oui, c'est très enrichissant et valorisant de savoir qu'on a un impact sur l'enfant pendant 10 mois, mais qu'on est en train de former pour le futur. Ouais. Super. Vas-y, Stéphanie. Ben oui, j'ai envie de faire une parenthèse parce qu'il y a Audrey Reynaud qui a fait, là, je ne vais pas me tromper, là, mais sa thèse de doctorat sur la collaboration, entre autres école-famille, mais aussi interprofessionnelle. Et elle avait relevé certaines études qui démontraient qu'un des impacts positifs de cette les autres, ils nomment la collaboration, mais moi, je vais dire aujourd'hui de la coéducation. C'est entre autres de valoriser la profession, de se sentir valorisé et reconnu parce que plus on se dit quel est notre rôle, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui est mis en place, puis qu'on voit qu'on travaille ensemble, mais plus cette relation-là, elle est valorisée. Fait que, moi, j'y crois que c'est mieux, en faisant mieux connaissance, qu'on arrive aussi à mieux valoriser de part et d'autre le rôle de l'un et l'autre. Puis, j'ai jamais entendu aucun enseignant venir me dire Hey, moi, je suis parfaite. Moi, je suis une enseignante parfaite. J'ai jamais entendu non plus de parents dire Hey, moi, je suis un parent parfait. Moi, tout va bien. Tu sais, mes enfants, c'est top notch, je ne change rien. C'est les humains, les modèles intégrés parfaits. Mais c'est d'abord, je pense, une expérience humaine où on s'enrichit les uns des autres parce qu'on apprend des choses, on développe un professionnalisme dans le rôle qu'on joue qui mérite d'être partagé, puis surtout qui, de part et d'autre, est orienté sur le bien-être et la réussite des jeunes. Fait qu'il est là notre intention puis notre objectif commun qui nous invite à partager puis à enrichir notre vision de l'éducation les uns des autres puis à faire équipe. Ah ouais, elle est en enseignement supérieur dans les milieux Oui, de la c'est santé, ça. qu'elle parlait de collaboration interpersonnelle. Merci de le préciser. C'est ça. Mais tu Mais sais, tous les éléments de bénéfice de cette collaboration-là, on les utilisait dans notre première présentation. Fait que voilà. oui. Fait que moi, je veux, dans le fond, surtout vous faire voir aujourd'hui de vous reposer cette question-là en tant qu'enseignant plus souvent. Qu'est-ce qui vous a poussé? Puis la majorité du temps, on voit que vous essayez de contribuer à quelque chose, contribuer à faire la différence, contribuer à former le futur citoyen. Et est-ce qu'on peut y arriver seul? Est-ce que vous ne trouvez pas ça? En tout cas, moi, comme enseignante, je trouvais ça que c'était une lourde responsabilité aussi. C'est ce qui me motivait, mais je trouvais ça lourd. Et à partir du moment où on fait une place aux parents, c'est une responsabilité partagée. C'est beaucoup moins lourd. Et ça, je pense que c'est important de se le rappeler, que les parents peuvent nous aider à faire en sorte qu'on ne se mette pas tout sur les épaules. On a un peu le syndrome du pompier, des fois, en enseignement. Le pompier, hein, il rentre dans le feu alors que tout le monde sort. Lui, c'est un super-héros, puis il sauve le monde. Bien, nous, on a un peu ça, un peu différemment du pompier, mais on l'a aussi. On veut faire la différence, on s'en met beaucoup, on est très exigeante envers nous-mêmes, mais les parents peuvent faire quelque chose avec nous, ne serait-ce que parce qu'on va répondre aux besoins communs, justement, qu'on arrive à la bonne diapo, on va répondre à des besoins. Des besoins chez les parents, les besoins, c'est de s'informer et de se rassurer, mais je pense que chez les enseignants, c'est la même chose. Hein? Donc, plus là, on va développer la relation de coéducation, plus on va répondre à ces besoins-là. Premièrement, juste s'informer. Lorsqu'on est plus informé, on est automatiquement un peu plus rassuré parce qu'on sait où on s'en va, on connaît, il y a moins d'imprévus, il y a moins de zones grises. Et se rassurer, bien, ça se fait par la communication, on se tient au courant, pas juste avec les rencontres de bulletins ou pas juste par des notes. Par le temps d'aller valider. Donc, s'informer, se rassurer, c'est pas mal ça qui ressort souvent que les parents cherchent le plus. Et je suis pas mal certaine que si on questionnait les enseignants, on aurait un peu la même réponse. Et ça me fait penser que Christine Rattel, qui est professeure à l'Université Laval, est la première à, dès maintenant, être en train de faire une grande recherche sur quels sont les besoins des parents. Et elle va le faire sur 5 ans avec vraiment plusieurs parents à l'école branchée. On va suivre ces recherches et on va partager, dans le fond, qu'est-ce qu'ils sont en train de constater. C'est vraiment chouette qu'on ait, pour une fois, mis un œil sur la recherche en lien avec les besoins des parents. Ça va, je pense, vraiment enrichir la relation de coéducation. Maintenant, on avait une question sur ces besoins-là. Attends un petit peu. Ouais. Tu
tu sais, pour être capable de répondre à ces besoins-là, il y a des conditions gagnantes. Comment on fait justement pour... C'est quoi ces conditions-là gagnantes d'abord, hein, qui vont permettre de se rassurer, de s'informer? Pour moi, c'est un peu les conditions qui vont nous permettre de se rassembler et de permettre la communication, en fait, je pense beaucoup. Parce que la communication est au cœur de la relation. Fait qu'on veut savoir qu'est-ce qui permet de créer les conditions gagnantes de la coéducation. Écoute mutuelle, wow. Il faut que je tasse toujours mon affaire. Partage d'informations, excellent. Quoi d'autre? Nous, à l'équipe de l'école branchée sur la famille, on a nommé et on a identifié 3 grandes conditions gagnantes. OK. Je tasse encore ça. Inviter plus les parents en classe, bien, c'est parce que c'est une expérience extrêmement parlante, hein, de s'intégrer dans le milieu de vie de leurs enfants, de voir la réalité de l'enseignant. Plus on accompagne des groupes, peu importe l'activité que c'est, plus on voit la dynamique de groupe, la réalité des jeunes, la réalité des enseignants. Ça crée, entre autres, de l'ouverture. Ces 3 conditions gagnantes-là qu'on a identifiées, nous, c'est d'abord créer le climat de bienveillance. Au cœur de ce climat de bienveillance-là, c'est d'abord de créer le sentiment de sécurité psychologique nécessaire pour faire en sorte que tout le monde se sente bienvenu de nommer ce qui le préoccupe. La bienveillance au cœur de la relation, ça permet vraiment de se dire, écoute, peu importe ce que je vais avoir à dire, si c'est orienté sur le bien-être de l'élève, je veux nommer une situation, je veux nommer un inconfort, je veux nommer des bons coups, je veux prendre le temps de prendre la parole pour ça, bien, je veux me sentir en sécurité psychologique, que, tu sais, ça va être accueilli. Fait que d'abord, créer un climat de bienveillance, c'est une des premières conditions à la coéducation. La deuxième, c'est s'assurer de cultiver notre intention positive commune. Ça veut dire de se ramener toujours sur le bien-être, la réussite de l'élève. Fait que ramener toujours l'échange là-dessus. Puis ensuite, bien, savoir communiquer puis écouter. Pour que ce soit bidirectionnel. Pour qu'ensemble, on puisse construire ou développer ou définir les interventions qui vont être les plus efficientes, j'ai envie de le dire comme ça, en tenant compte de la réalité de l'un, de l'autre et de l'enfant. Parce qu'il est là notre tricycle, puis au cœur de tout ça, il y a le jeune. Fait que, je sais pas, Judith, si tu avais quelque Oui, chose. dans le fond, moi, ce que je vois souvent, c'est la majorité des enseignants font tout ce qu'on est en train de dire en ce moment. Puis je suis certaine qu'il y en a qui écoutent en ce moment, puis ils se disent, ben non, je ne suis pas pire, je le fais, ça, je le fais. Mais il demeure que il faut quand même se questionner. Si nous, quand on a rencontré les parents à la Fédération des comités de parents, on a rencontré des parents super motivés, super engagés, qui avaient des belles relations avec les enseignants de leurs enfants. Là. On n'était pas dans des situations problématiques, on était dans des belles relations et ils étaient quand même gênés de venir déranger. Bien, c'est là qu'on doit se questionner sur ces 3 conditions gagnantes-là. Qu'est-ce qu'on peut ajuster? Pas faire de plus, pas une lourdeur, la coéducation. Ça s'intègre à ce que nous faisons dans notre quotidien. C'est une posture différente. Comment on peut faire en sorte que le parent sente qu'il ne dérangera pas? Là, il y avait une personne qui avait parlé d'avoir un outil de communication. Fait qu'un outil de communication, bien, est-ce que, c'est suffisant? Lequel il faudrait choisir? Ça aussi, il faudra en parler là, pour devenir un pro. On en parlait qu'il y avait aussi les moyens. Tantôt, on y Je arrive. pense qu'on y arrive. Ah, les conditions gagnantes. OK. De quoi s'agit-il? Attends un petit peu. Je pense que je suis là. Je vais juste regarder Je si pense qu'on est allé en avance, oui. ça se peut dessus. Non, on est bien correct. On est Mais correct. j'ai posé la question avant, effectivement, puis je Oui. les ai nommés. On Pour s'est se laissé rejoindre, emporter. effectivement, il y a des moyens, mais c'est là qu'on va les nommer, les moyens. Voilà. On en a fait 2 catégories de moyens, d'outils numériques, mais on va dire technologiques numériques qui facilitent la communication. Mais c'est correct aussi, papier-crayon, des fois, hein? Il ne faut pas l'oublier. Papier-crayon, c'est une technologie, elle n'est juste pas numérique. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y a plusieurs façons de communiquer, mais il y a plusieurs situations aussi pour communiquer.
quel moyen est le meilleur selon la situation aussi? Ça, c'est quelque chose à se questionner. Et là, plus il y a de choix, plus ça devient un petit peu difficile. Je pense qu'il faut considérer autre chose aussi dans le choix. Bon, il y a le sujet, la délicatesse peut-être du sujet. Il faut regarder tout ça, mais il faut aussi regarder qu'est-ce qu'on cherche, c'est quoi notre intention. On se pose tellement souvent notre intention quand on agit auprès des élèves. C'est quoi mon intention quand je fais cette activité-là? Mais c'est quoi mon intention dans ma communication? Qu'est-ce que je souhaite? Est-ce que je souhaite avoir de l'information, partager juste de l'information? Est-ce que je souhaite avoir une validation, une rétroaction en lien avec un sujet? Il faut vraiment se poser la question. Et à chaque fois qu'on fait un choix, il faut aussi se poser la question parce qu'on doit tenir compte de notre destinataire, de notre communication. Exemple, moi, je prends toujours Stéphanie en exemple quand je parle. Elle a 3 enfants, 3 enseignantes, 3 enseignantes qui prennent des moyens différents. Et oui, il y en a un au secondaire qui est rendu avec plus qu'une enseignante. Ça en fait des moyens pour communiquer. Est-ce qu'il y a possibilité d'offrir du choix aussi? Est-ce qu'on doit, nous, toujours choisir les enseignants? Est-ce qu'on peut mettre à la disposition des parents plus d'une façon? Alors ça, j'imagine que c'est déjà un peu fait. Des fois, on se fait imposer des moyens aussi par l'endroit où on enseigne, c'est sûr, mais comment on peut choisir? Donc, quelle situation problématique qui influence le choix de vos outils de communication? Hey, il y a du monde qui prend de l'avance, c'est cool! On a peur. Bien, situation, implication et disponibilité des parents, définitivement, ça peut être une situation qui influence les outils de communication. Plus on utilise un moyen direct qui centralise l'information quelque part, plus ça peut être facile. Parce que oui, effectivement, je pense qu'on est tout le monde dans une même situation en ce moment. On est assez surchargé, on est assez sollicité dans un contexte hors de l'ordinaire. Fait que comment on fait pour se simplifier plus la vie? Puis j'ai parlé de communication bidirectionnelle un petit peu plus tôt. Peut-être que dans un contexte hors de l'ordinaire, comme on vient de passer avec un enseignement en ligne dans différentes régions, on va reprendre tranquillement. Il y a des enseignants qui ont utilisé un Google Form qu'ils ont envoyé à leurs élèves pour savoir comment ça s'est passé aujourd'hui, de manière à ce que la validation, on a parlé du questionnement, mais la validation pour voir ça a-tu l'effet que je voulais, ce que j'ai fait ou mis en place pour les élèves, bien, ils avaient une rétroaction directe. Et la même chose pour les parents était fait. D'ailleurs, sur écolebranchée.com, dans le fil de nouvelles, vous avez un article qui en parle de comment justement adapter le plan de travail, par exemple, mais aussi de questionner les parents. On a 2 questionnaires déjà tout prêts à utiliser qui viennent de l'expérience d'enseignants, qui peuvent être utilisés tels quels ou modifiés. 4 ou 5 questions très directes de manière à aller chercher la validation de tout le monde, comment ça se passe. Aisance des technologies des parents, mais c'est une réalité qu'il faut vraiment réfléchir dans le choix des outils de communication. Il y en a peut-être avec qui ça va toujours être la bonne idée de garder quelque chose de papier à envoyer à la maison. Il y en a d'autres, ça va peut-être être le téléphone, un texto. Il y a vraiment différents moyens, mais ils sont disponibles, les moyens actuellement. J'aime beaucoup le dernier, Oh, l'avant-dernier, c'est excuse. quelqu'un qui a mis le temps. Quelle situation problématique? Le temps. Le temps est un grand facteur lorsqu'on enseigne. Effectivement, puis là, on parle de faire de la différenciation pour communiquer avec eux. On veut prendre le temps de faire de la validation, savoir les bons outils, tout ça. Comment on peut être efficace pour qu'on soit capable d'y arriver? Bien, plus nos intentions sont claires, plus on va se couper du temps sur j'essaie de communiquer comme ça, j'essaie de communiquer, mais ça demeure un enjeu, je pense, dans bien des milieux, le temps, particulièrement chez les enseignants et particulièrement cette année, je vous lève mon chapeau vraiment. Mais oui, c'est le temps, c'est un facteur qui vient jouer. Mais qu'est-ce qu'on disait tantôt? Faire confiance que le temps sera de notre côté. Est un facteur important et accorder du temps à quelque chose, c'est lui accorder de la valeur et de l'importance. Oui. Je pense que la relation de coéducation, quand on pose des actions consciemment, il faut le voir comme une façon de prévenir, justement, puis de rendre encore plus adapter l'expérience d'apprentissage, surtout dans un contexte aussi instable que celui qu'on connaît actuellement pour beaucoup d'enseignants, beaucoup de parents, beaucoup d'élèves. Fait que je pense que le temps, oui, c'est un élément important à considérer,
mais c'est d'y accorder de la valeur. Fait que c'est quoi les obstacles rencontrés? On veut vous entendre parce que oui, c'est une relation. Oui, c'est une relation qui a ben, Les bénéfices. il y a des bénéfices définitivement qui méritent de voir fleurir. Mais il y a des obstacles à cette relation-là. Il y en a dans toutes les relations, qu'elles soient à l'ère du numérique ou pas. Donc, on voudrait savoir pour vous, c'est quoi les obstacles à la relation de coéducation? Parce que s'il y a des obstacles, il y a aussi des moyens de les relever Ça, ou de bien les sûr. surmonter. Oui, parce que c'est ça, là, on a parlé de différents moyens pour communiquer, puis on a vu les obstacles de temps et tout ça. Et là, on parle d'obstacles dans la relation. Quel serait peut-être un obstacle au niveau de la relation? Comme parent, trop ou trop peu de communication. Oui, effectivement. Quand on a fait une capsule, d'ailleurs, un peu humoristique, on n'était pas des super comédiennes, mais on s'est amusé grandement, Stéphanie et moi, à faire un scénario où on devait parler de la réalité du parent qui trouve que la communication, tu sais, il y a un agenda, 2 agendas, 3 agendas, mais c'est 3 agendas pour Stéphanie. Pour moi, l'enseignante, j'en ai 20 élèves avec des fois 1, 2 paires de parents puis une paire de grands-parents qui s'occupent de lui, puis qui veulent tous avoir un peu des nouvelles. Ça en fait des agendas, donc le trop ou trop peu, effectivement. La langue parlée à la maison, effectivement, moi, j'ai enseigné beaucoup à Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, en milieu multiculturel, donc ce n'est pas toujours simple. Vous savez que souvent, on a accès à des traducteurs. Puis, ben, on a des grands frères, des grandes sœurs. J'imagine que ça, il y a déjà des astuces qui sont faites, mais c'est quelque chose qu'il faudra se pencher éventuellement, Stéphanie, sur cette clientèle-là, comment on fait pour faire de la coéducation avec des parents nouvellement arrivés. Idées préconçues ou préjugés de certains parents face à un enseignant en particulier. Eh oui, mais tellement, c'est un court-circuit de la relation totale, mais on l'a dans la coéducation, mais on l'a dans la vie en général. Qu'on rencontre un nouveau collègue, qu'on rencontre quelqu'un à l'épicerie, on peut définitivement avoir un préjugé dans n'importe quelle situation. Puis oui, c'est vrai. Et moi, ce que j'ai bien aimé voir aussi, les émotions. Mais tu sais, tout ce que vous nommez, c'est de part et d'autre, que ça peut être vécu, puis que ça nous a déjà été nommé. Et pour moi, la surcharge émotionnelle, c'est un des plus grands obstacles à la relation de coéducation. Puis, tu sais, quand il y a des préjugés, automatiquement, il y a une émotion quelque part qui en découle de ça. Peu importe c'est quoi le préjugé, positif ou négatif. Et je pense que le plus grand message qu'on a au travers de ces obstacles-là, c'est arriver à passer outre puis à se recentrer sur l'intention positive commune. Et ça, on fait ça comment, Stéphanie? Moi, je pense que le meilleur moyen, c'est la fameuse validation. Donc, exemple, parents séparés qui ne se parlent pas. C'est sûr que ce n'est pas simple. Là, on arrive dans une surcharge émotionnelle déjà existante qui n'a pas rapport à notre relation à nous, mais qui vient jouer dans tout ça. Alors, les fameux questionnaires peut-être de validation, aller avec la question plutôt que d'amener toujours nous, l'enseignant, ce qu'on souhaite ou comment ça peut se passer. Peut-être questionner comment on peut faire ça d'une façon différente pour pouvoir vous aider, mettre nos limites. Ce n'est pas parce qu'on leur demande que tout ce qu'ils vont nous dire qu'on pourrait faire, il faut le faire. Il faut être capable de mettre nos limites dans une relation aussi, mais de montrer de l'empathie face à une situation et de montrer qu'on a de l'écoute pour savoir que la réalité, elle est différente et elle est difficile et de savoir qu'on va faire de notre mieux n'étant pas nécessairement ce qu'eux souhaiteraient absolument qu'on fasse, mais ça peut être déjà entré dans la coéducation. Donc, prendre le temps d'être à l'écoute, créer ce climat bienveillant qui, si on est dans la situation des parents séparés, a peut-être un manque de bienveillance en ce moment, on vient peut-être même d'aider à leur situation, l'air de rien. Donc, oui, c'est d'arriver à montrer son ouverture par des moyens concrets d'écoute, d'empathie et de validation. La validation, c'est la clé dans une relation, de pouvoir se consulter et valider. Puis je fais du pouce sur ta validation parce que j'aime partager ce présupposé-là qui m'habite beaucoup dans ma pratique professionnelle de coaching en programmation neurolinguistique. Et ce présupposé-là dit que derrière chaque comportement réside une intention positive. OK? Puis moi, je dis même que derrière chaque pensée, chaque parole, chaque comportement réside une intention positive. Oups, on a perdu Stéphanie.
il faut peut-être ne pas penser justement qu'il ne veut pas. Ma connexion est instable. Oui, effectivement. J'ai crashé down, je m'excuse. Donc, l'intention positive, ne pas présupposer que le parent ne veut pas répondre. Là, c'est revenu, hein? Oui. Phew! OK. Là, c'est toi qui parles au ralenti, mais Désolée, ça me fait rire ces moments-là. Mais tout ça pour dire que peut-être aussi qu'ils essayent de se... Tu sais, leur intention positive, là, elle est pour eux. Peut-être ne pas répondre parce qu'ils ne savent pas comment. Peut-être parce qu'ils ont peur de se sentir jugés. Peut-être parce qu'ils sont surmenés en ce moment. Peut-être parce qu'ils sont dans une situation de vulnérabilité. Peut-être que parce que plein d'autres raisons. J'aimerais que humainement, dans la relation de coéducation, on dépasse ça et qu'on se serve du questionnement pour aller demander, aller poser des questions. Puis si c'est un silence radio, ben, puis que c'est un sujet important, il faut le doser, hein, les gestes, il faut qu'il y ait une intention au travers, bien, un appel des fois. Puis un appel qui peut juste dire, bien, voici ce que je vais faire pour ça. Si jamais vous avez des idées, je suis disponible. Ou j'espère que vous allez bien. That's it. Si jamais c'est nécessaire, tu sais, d'aller jusque-là. Mais je pense que humainement, dans une relation, on a besoin de se sentir accueilli. Puis c'est pas la première des choses de savoir comme parent qu'on est accueilli dans la relation autour du parcours scolaire de son enfant. On le présuppose, on pense que c'est ça, mais on ne se sent pas nécessairement accueilli dans la façon de jouer notre rôle parce que dans la réalité, on ne sait pas exactement comment. On l'apprend de part et d'autre, on s'auto-régule, on se questionne. De là, l'importance d'y réfléchir, puis de le structurer, puis de s'inviter mutuellement à se parler, puis à construire ensemble les interventions les plus positives possibles. OK. Je m'excuse d'avoir lagué. Je dois avouer que j'ai eu un petit 2 minutes. On arrive au haut du pro de la coéducation parce qu'on veut l'organiser. Mais je veux vous dire que d'abord, comme on le voit comme une relation, on le voit aussi comme une dynamique à créer parce qu'une relation, bien, ça s'impose comme pas, tu sais, ça se développe à travers le temps et c'est pour ça qu'avec Judith, il y a un article sur écolebranchée.com/famille sur laquelle on a axé sur la communication, puis on a tenu à dire que bien, pour nous, ça devrait se faire de façon continue dans le temps et régulièrement et même se rappeler régulièrement sur quels enjeux on devrait communiquer ensemble. Puis dans le dernier numéro qu'on adresse aux parents, le magazine spécial École branchée sur la famille qu'on a fait, j'ai explicitement nommé des situations qui invitaient le parent à communiquer avec l'enseignant. Oui, il nous reste 10 minutes. On time. Fait que comment on la met en place? Bien, au cœur de la relation, là, on a tenu à mettre enseignants, parents, élèves, puis il y en a d'autres professionnels aussi qui sont inclus au travers de cette relation-là. Mais ce qui est important pour nous que vous voyez au travers de ça, c'est que c'est des rôles. Tout le monde joue un rôle au travers de ça. L'élève, ce n'est pas un élève, c'est un humain. Le parent, ce n'est pas un parent, c'est un humain. L'enseignant, ce n'est pas un enseignant, c'est un humain. En fait, oui, ça l'est. C'est le rôle qu'il joue dans la coéducation. Fait qu'il faut se le rappeler que tout le monde, on va enrichir ensemble notre expérience, puis on va faire encore émerger plus de force puis de puissance autour des interventions qu'on va mettre en place. Fait qu'il faut d'abord reconnaître le rôle que tout le monde joue, s'inviter à le jouer également, définir l'objectif commun dans notre réalité puis la communiquer. Oser se le dire, hey, toute l'année, j'aimerais ça que vous puissiez me communiquer si il arrive telle chose, telle chose, telle chose. Puis moi, je n'ai pas toujours les bonnes réponses, mais c'est possible que... Mais il y a un dialogue à établir verbalement, mais aussi à l'écrit. Il y a des outils et des canaux de communication à mettre. Puis il faut les déterminer, ces actions-là et ces outils-là appropriés en fonction de votre réalité. Un milieu où les parents ne parlent pas le français, bien, il y a d'autres choses à mettre en place, effectivement. Fait qu'il faut que ces actions-là soient adaptées, oui, adaptées en fonction de votre réalité, puis mettre des mécanismes de validation. C'est pour ça que le sondage que plusieurs enseignants ont mis en place au travers d'un Google Form est extrêmement efficace pour venir voir
Est-ce qu'effectivement, en fonction de mes critères de succès, là, de ce que je veux faire vivre comme expérience d'apprentissage aux jeunes, ça marche? La charge de travail, de devoir, c'est-tu réaliste, pas réaliste? Les parents, ils peuvent-tu donner du temps ou pas de temps? S'ils ne peuvent pas donner de temps, est-ce que l'élève est capable de le faire tout seul? Et il faut tout le monde qu'on apprenne à faire en sorte que ça se passe bien pour le jeune, puis s'ajuster en fonction des actions posées. Fait que toutes ces étapes-là interviennent dans une dynamique de réflexion puis de choix d'intervention à poser. Moi, je Judith? pense que c'est important quand on pense à organiser. Moi, c'est le mot planifier qui me vient en tête comme enseignante, c'est-à-dire qu'en début d'année, on se fait une planification globale. Évidemment, il y a beaucoup de changements durant l'année, puis il y a des planifications plus mensuelles ou hebdomadaires qui s'en suivent. Mais on a un objectif en début d'année avec nos élèves. On sait à peu près vers quel mois on devrait faire telle chose. Avec les parents, qu'est-ce qu'on a de planifié? Souvent, on est en réaction. C'est-à-dire que on va décider, ben là, il s'est passé une situation, pas nécessairement problématique. OK, là, il faudrait que je communique. J'ai un bulletin, j'ai une rencontre de parents. OK, là, je le fais. Et être toujours en réaction, c'est ce sentiment d'urgence tout le temps. Et c'est ça qui fait qu'on sent qu'on manque de temps puis qu'on est dans la dernière minute, dans l'urgence. On est moins. On est moins intéressé à le faire, ça devient une lourdeur. Donc, si en début d'année, on voit c'est quoi mes intentions cette année avec les parents de ma classe? Qu'est-ce que j'aimerais faire concrètement? On parlait tantôt, il y en a d'inviter les parents plus, il y en a que c'est communiqué par un journal de bord. Tous ces moyens concrets-là de communication, ce serait quoi que je voudrais valider avec eux? Quand est-ce que je pense que je vais avoir besoin de valider quelque chose avec eux? Mais tout ça en fonction de nos intentions. Puis la coéducation, ça passe de plein de façons. Et là, avec l'enseignement à distance, ben, c'était un autre prétexte. C'est sûr là, ça a été dans l'urgence pour tout le monde, mais là, on le sait qu'il y a moyen de retourner là, il y a moyen d'utiliser les aspects bénéfiques de l'enseignement à distance. Oui, il n'y avait pas toujours des aspects bénéfiques, j'en suis absolument consciente, mais on peut partir des problématiques aussi pour l'année prochaine quand on va planifier. Qu'est-ce que je peux? Et pas juste partir de nos attentes, partir de nos questionnements pour les parents. Organiser, mais prendre notre posture en coéducation, c'est aller vers eux pour savoir à quoi ils s'attendent. On le fait des fois avec les élèves, Stéphanie, là, il y a plusieurs enseignants qui vont demander en début d'année, pour toi, c'est quoi le prof idéal? Et puis là, des fois, ça nous fait rire parce que s'ils nous disent j'aime ça une prof qui a de l'humour, qui fait des blagues, ben si on ne faisait pas beaucoup de blagues, on le garde en tête, on essaie de faire notre comique de temps en temps, même si ce n'est pas toujours gagnant. On essaie parce qu'on veut justement rentrer en lien avec eux. Bien, faire la même chose avec les parents dans notre planification. Moi, je pense que c'est important. Définitivement. Puis je pense que plus que jamais, avec l'enseignement à distance, les enseignants gagnent à avoir des yeux de l'autre côté de l'écran, donc savoir comment l'expérience s'est vraiment vécue. Parce que combien de parents ont eu des enfants en pleurs, des enfants en crise, des enfants inquiets, mais devant la caméra, je vous promets que ça n'a jamais, jamais, jamais paru. Combien? Un mécanisme de validation vous permet d'avoir le vrai feedback de comment s'est passée l'expérience. Le niveau de stress, il est où? C'est à nous autres, tout le monde ensemble, de veiller à ce qu'ils soient bien. Parce que être bien, c'est les aider à être disponibles pour vivre des apprentissages. Sinon, ils sont en surcharge émotionnelle, ils ne sont pas disponibles. Et là, ça passe, puis on dit, ils ont des retards. Il faut valider, mais c'est quotidiennement dans une situation d'urgence comme celle qu'on a vécue. C'est pas, oui, d'urgence, mais instable. Fait que pour finir, nous, ce qu'on vous invite, c'est vraiment à devenir des pros de la coéducation. Ça nécessite et implique un changement de posture, mais même de culture dans le milieu de l'éducation, dans le milieu scolaire. Et j'espère vraiment qu'on va avoir réussi à faire grandir cette idée que vous êtes, mais je pense que j'ai envie de dire que nous sommes tous importants et essentiels dans l'éducation. Et moi, j'y crois vraiment beaucoup que ça peut devenir beaucoup plus léger sur les épaules de tout le monde quand on apprend à travailler ensemble. Et je vais le redire sur écolebranchée.com/famille, dans ce numéro du magazine École branchée destiné aux parents, bien honnêtement, on l'écrit aussi pour que les enseignants, vous y voyez des outils pour vous, mais aussi à partager avec les parents de vos élèves. On en parle de quoi observer, comment inviter les parents à communiquer avec vous. On a même moi, j'essaie beaucoup de leur donner des mots aux parents pour vous donner des informations très
pertinentes qui vont réellement avoir un impact positif sur votre pratique, puis vous sentir bien, soutenu, valorisé, encouragé. Puis on vous invite vraiment à faire appel à nous, Judith et moi, pour développer cette relation de coéducation-là dans votre milieu. Fait écrivez-nous, ça va nous faire vraiment plaisir, vraiment, vraiment plaisir de vous appuyer dans ces situations-là. Parce que le changement de culture, tu as dit changement de culture au niveau scolaire, c'est vrai que la relation maître-élève qui est comme encore présente, même si on change beaucoup nos approches et tout ça, mais chez les parents aussi. Les parents n'ont pas vécu la même école que leurs enfants vivent présentement et souvent, ils nous confient leurs enfants en me disant, ben c'est vous qui savez quoi faire, c'est vous qui êtes les profs et ils comptent beaucoup sur nous pour beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je pense que le changement de culture, c'est de montrer que c'est ensemble qu'on va arriver à tout faire, chacun notre job. On ne sera pas capable de jouer notre rôle si on n'est pas ensemble là-dedans. Donc, si vous avez besoin d'aide pour parler de coéducation, instaurer tout ça dans votre milieu, bien, on a des conférences, on a du soutien pour vous à vous offrir. Yes, je trouve que c'est essentiel de planifier l'invisible. Puis dans l'invisible, il y a particulièrement la relation qui nous unit tous au cœur de l'éducation des jeunes. Fait que, j'espère que ça vous a éveillé, que ça vous a donné le goût d'oser et de dépasser les obstacles effectivement qu'on rencontre dans une relation. Mais tu sais, je le répète, c'est des obstacles qu'on rencontre dans toutes les relations et c'est des enjeux humains d'abord et avant tout. Et il y a moyen de travailler encore mieux ensemble parce qu'honnêtement, les jeunes en bénéficient vraiment beaucoup quand les interventions sont concertées et sont continues tout au long de l'année. Ça permet de travailler sur des enjeux très spécifiques liés à leur réalité perso.